Dans cette édition, il sera question du lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A. Ensuite, dans ce journal, nous parlerons de la nécessité pour le Niger de progresser vers l'installation d'une centrale nucléaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A été officiellement lancée ce matin au sein du CSI du quartier Saga par le ministre de la Santé publique pour un coût global de 5 milliards de francs CFA. Cette opération de vaccination a pour but de vacciner 6 millions d'enfants âgés de 1 à 7 ans. Compte rendu Harriet Salah et Harid Bourema. Ainsi, le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu, a donné le coup d'envoi de cette campagne nationale de vaccination contre la méningite à méningocoque A pour les enfants de 1 à 7 ans. En organisant cette campagne, les autorités nigériennes veulent éliminer la méningite A de façon durable dans notre pays. La campagne de vaccination contre la méningite chez les enfants âgés de 1 à 7 ans que nous lançons ce jour et qui va se dérouler dans toutes les 8 régions du Niger se justifie, comme l'a dit le gouverneur tantôt, par le rattrapage des enfants qui n'avaient pas été vaccinés lorsqu'on avait fait les campagnes de 2010 et de 2011. Ceci contribuera donc à éliminer la méningite A de façon durable au Niger et en Afrique. Nous exhortons donc tous les parents qui sont derrière moi, tous les enfants, à veiller à ce que leurs enfants soient vaccinés. Nous voulions rappeler que une bonne couverture vaccinale des enfants de 1 à 7 ans pendant cette campagne va permettre qu'on ait ce qu'on appelle une immunité de groupe. C'est-à-dire que quand on vaccine bien les enfants de 1 à 7 ans, ceux qui ont un âge plus élevé sont également couverts à cause de la capacité que ce vaccin a de conférer une immunité, de protéger les autres personnes. Donc vraiment, nous souhaitons que tout le monde qui est dans cette tranche d'âge soit vacciné. Cette campagne dite de rattrapage prouve que l'engagement international pris par notre pays pour éliminer la méningite A dans le monde d'ici 2020 demeure une réalité. Cette présence massive de la population de Saga pour faire vacciner leurs enfants montre une fois de plus l'intérêt qu'accorde la population nigérienne à cette vaccination. En vaccinant tous les enfants de 0 à 5 ans dans le cadre du bœuf de routine et pour les enfants de 9 mois à 59 mois contre la méningite en particulier, du 5 au 11 mars 2019, vous contribuerez à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable par la vaccination. Ainsi, grâce à tous les appuis de l'État et de ses partenaires et au pouvoir des vaccins, de plus en plus d'enfants dans le monde et au Niger grandiront en meilleure santé. Ils peuvent ainsi passer plus de temps à l'école, ce qui ouvre les portes à une vie saine et productive et contribuer au développement économique de notre pays. Je voudrais pour terminer adresser mes remerciements à l'endroit de son Excellence Elhaji Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour les multiples efforts qu'il ne cesse de déployer au regard de la vaccination au bénéfice de tous les enfants nigériens. C'est qu'il y a d'ailleurs valu le sacré titre de champion de la vaccination. Cette campagne de vaccination se déroulera sur l'étendue du territoire national et s'étalera sur 7 jours avec un objectif de vacciner plus de 6 millions d'enfants de 1 à 7 ans pour un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA sur un financement de l'État et de ses partenaires, en particulier Gavi Alliance, OMS, UNICEF et Rotary International. Le Niger, c'est incontestable et un pays qui souffre sur le plan énergétique. Malgré les efforts du gouvernement dans la fourniture de l'électricité, notre pays dépend du Nigeria dans ce domaine. Aussi n'est-il pas temps pour le Niger d'évoluer vers l'acquisition d'une centrale nucléaire. Élément de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le Niger est un pays qui aspire au développement sur tous les plans. Et aucun développement réel n'est possible sans autonomie énergétique.
Notre pays qui dépend actuellement de l'énergie fournie par le Nigeria possède les potentialités qui peuvent lui permettre d'être autosuffisant en matière de production de l'électricité. Plus que le solaire ou le barrage de Kandaji, il est temps pour le Niger de progresser vers l'installation d'une centrale nucléaire. Le Niger est en train de se préparer pour acquérir l'énergie nucléaire. Parce que l'acquisition de l'énergie nucléaire, c'est tout un long processus qui demande beaucoup de travaux à faire. Donc, le Niger est réellement engagé dans ce processus pour l'avoir. Même pas pour le Niger, pour tout pays du monde qui envisage une industrialisation tous azimuts, a besoin d'avoir de l'énergie électrique en quantité. Tous les pays industrialisés du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, ils ont des centrales nucléaires. Les pays qu'on appelle émergents, comme l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, la Turquie, les Corées et autres, ils ont des centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires ont l'avantage d'être robustes en termes de capacité de production. Et dans ce nouveau monde où on parle trop de changement climatique, aussi elles sont solutions aux problèmes de changement climatique parce que l'énergie nucléaire est classée parmi les formes d'énergie propres, même si elles ne sont pas vertes, mais elles sont propres. Le nucléaire fait peur, vu les dégâts survenus lors des accidents de Tchernobyl et Fukushima. Néanmoins, de l'avis des spécialistes, notre pays offre toutes les garanties de sécurité pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Même des pays qui n'ont pas beaucoup d'espace ou qui ont des problèmes sismiques permanents, comme le Japon, s'ils ont eu à identifier des sites où construire une centrale nucléaire, quand même, ce n'est pas le Niger, avec notre territoire vaste. Et nous n'avons pas assez que nous sachions des problèmes de tremblements de terre, nous n'avons pas ces problèmes de vents violents, nous n'avons pas ces problèmes de pluies diluviennes qui sont catastrophiques. Donc le Niger remplit l'essentiel des conditions techniques. C'est vrai, il y a un comité choix de site qui est à pied d'œuvre et qui a fait un travail préliminaire. Déjà, il a été identifié plusieurs sites sur l'espace du Niger qui peuvent accueillir des centrales nucléaires, avec toutes les conditionnalités exigées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dès lors, il revient aux autorités de notre pays de s'investir davantage pour que l'énergie nucléaire soit une réalité dans notre pays, qui a été longtemps spolié par la France, qui s'est considérablement développée avec l'utilisation de notre uranium. Actuellement, les citoyens sont perplexes pour cause plus on progresse, plus l'administration se politise. Une situation qui a suscité la réaction de ces citoyens. Politisation de l'administration, je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que si on met à chaque fois de l'administration, la politique, je crois que les choses ne vont pas avancer dans de bonnes conditions. L'administration et la politique, ce sont des choses à la fois, si on fait les trucs qui sont des liens, mais le lien, parfois, ça amène des problèmes. Quand il y a une sorte de partage de postes, la majorité, celle qui appartient peut-être au parti au pouvoir, peut emporter. Genre, de toute façon, à chaque fois qu'on va donner des postes pour certaines personnes, on va choisir peut-être moi, on va me donner un poste important parce que je fais partie d'un tel parti politique. Or, quand il n'y a pas le lien de parti politique dans une administration, là, tout le monde aura un gain de partage normal. Ça veut dire que j'aurai mes compétences où voulu. On ne va pas m'envoyer parce que non, je fais partie d'un tel parti politique, mais c'est parce que je suis compétent à ce poste. Donc moi, je trouve que mettre la politique dans l'administration, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Mais on ne peut pas éviter ça parce que depuis la création de la démocratie et de cette sorte de politique, ça existe. S'il y a une institution ou administration qu'il faut vraiment mettre un accent particulier, c'est vraiment l'éducation. Parce que tout ce que nous sommes, nous avons passé par ça. Donc vraiment politiser une administration n'est pas du tout vraiment bon. Moi je condamne ça et vraiment ce n'est pas du tout bien. Si on politise une administration, vraiment c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont là, qui ont les niveaux qu'ils n'ont pas. Je m'explique c'est quoi. C'est-à-dire la personne est là dans un métier qu'elle ne maîtrise pas. Tout simplement parce que je connais X ou Y, donc elle va m'amener. Et ça aussi c'est un cadre de politisation. Vraiment il faut dépolitiser l'école.
Parce que l'école ne doit pas être politisée. C'est on veut un développement dans les scolaires. Parce que s'il s'agit de politiser l'école aujourd'hui, ça risque d'avoir des conséquences, des mauvaises conséquences. Pour nous, en tant qu'étudiants, d'abord, premièrement, il faut dire, moi je soutiens vraiment à ce que le gouvernement nomme le recteur et le vice-recteur. Pourquoi? Parce que, quand le recteur est nommé par le gouvernement et quand le recteur ne connaît personne, ne connaît aucune tête parmi les enseignants-chercheurs et les étudiants ont pris le PAT. Donc, cette fois-ci, pendant les conseils que le rectorat tient, donc pendant le conseil du rectorat, pour que soit l'enseignant-chercheur, soit l'étudiant, soit le PAT, quand il se traduit cette fois-ci devant ce conseil-là, le recteur qui est nommé par le gouvernement et ne connaît aucune tête, il va essayer de créer toutes les conditions pour châtier qui, avec quel bâton. Dans la ville de Niamey, malgré le rôle important que jouent les différentes catégories de taxis qui assurent le déplacement des citoyens, beaucoup reste à faire dans ce domaine où les bus de transport interurbain sont pratiquement inexistants. Hamza Sakou et Aboubakar Souley pour le reportage. De jour en jour, Niamey ne cesse de grandir et l'une des préoccupations principales des Niameyens demeure le déplacement. Qu'on soit commerçant, fonctionnaire de l'État ou élève, le souci permanent est comment faire pour se rendre à son lieu de travail ou à l'école, particulièrement lorsqu'on n'a pas une voiture, une moto ou une bicyclette propre à soi. En effet, les Niameyens vivent le calvaire au quotidien, une difficulté accrue par l'insuffisance des taxis, conjuguée à leurs mauvaises prestations. Cependant, le plus remarquable est l'absence presque totale de bus de transport interurbain. Les rares bus existants sont ceux de la Sotruni qui assurent dérisoirement la desserte interurbaine. On attend les taxis depuis le matin de bonne heure, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu. Surtout quand on vient ici à 7h30. Nous avons des problèmes. On ne trouve pas les taxis, encore moins les faba-faba. On rate la première heure, à peine on arrive à avoir la deuxième heure. Pour avoir la première heure à l'école, il faut qu'on vienne à 6 heures. On vient ici à 7 heures et parfois il faut 8 heures passer pour avoir les taxis. Nous sommes là pour chercher des taxis. Toujours on est là pour... On va aller en retard, toujours à l'école. Depuis 6 heures, nous sommes là. On part à l'école à 8 heures ou 9 heures. Face à cette situation difficile, en ce qui concerne le déplacement, les Niameyens se demandent ce qu'attend l'État pour moderniser le secteur de transport interurbain qui souffre actuellement de négligence. Pour nous chercher des bus, pour éviter le retard. On appelle de nous trouver des bus car les taximans nous négligent. L'État doit nous venir en aide avec des bus car on ne trouve pas les taxis et faba-faba. On souffre. Enfin, avec la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra bientôt dans notre pays, les autorités en charge du transport ont le devoir de redynamiser la Sotruni en mettant à sa disposition des nouveaux bus en qualité et en quantité. Sur le plan international, ce n'est pas une surprise, plutôt une confirmation. Macky Sall a remporté l'élection présidentielle du 24 février dernier au Sénégal. Réélu dès le premier tour avec un peu plus de 58% des suffrages, derrière lui arrive Idrissa Seck avec 21% des voix. Détail des défis qui attendent Macky Sall avec Sarah Sako. Sur le plan économique, il y a d'importants défis. Il va falloir relever le niveau de vie des populations. Il va falloir également créer de l'emploi, particulièrement pour la jeunesse, et gérer la manne pétrolière. À partir de 2021, les premiers barils de pétrole vont être produits. En 2022, ce sera le début de l'exploitation du gaz, des ressources sur lesquelles les Sénégalais comptent beaucoup. Ils espèrent que ces ressources seront gérées de manière efficace et dans la transparence. Sur le plan social, Macky Sall
est également attendu sur plusieurs dossiers importants, la santé, la justice, l'éducation. Il y a eu aussi des grèves dans ces secteurs pour des revalorisations de salaire et les syndicats ont d'ores et déjà prévenu, il n'y aura pas d'état de grâce pour Macky Sall. Enfin, autre front, autre défi, le dialogue politique. Aujourd'hui, opposition et pouvoir ne se parlent plus. Je vous rappelle que l'opposition considère que cette élection lui a été volée. Pour le pouvoir, il s'agit de mauvaise foi. Ils considèrent qu'ils sont mauvais perdants. Mais donc, il va falloir dialoguer dans tous les cas. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que Macky Sall a face à lui une opposition recomposée, totalement différente d'avant le scrutin. Il y a Idrissa Seck, Ousmane Sonko, le nouveau duo. Il va falloir dialoguer avec eux pour sortir de l'impasse. Toujours sur le plan politique, autre crise de confiance, autre défi, c'est la question de la justice. Vous savez que Macky Sall a été accusé au cours du septennat écoulé d'avoir instrumentalisé la justice à des fins politiques. Il va falloir là encore renouer la confiance. En novembre, sur notre antenne, il l'avait dit, il évoquait la possibilité d'une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, incarcéré, Karim Wade aujourd'hui en exil. Macky Sall avait alors parlé d'esprit de consensus, de reconstruction nationale. Il avait également dit il faut savoir tourner des pages. La colère d'une partie de la population ne retombe pas en Algérie. Des milliers de personnes, notamment des étudiants, défilent dans la capitale Alger et d'autres villes. Ils disent non à la candidature même transitoire d'Abdelaziz Bouteflika. Explication avec Ethan Haji. L'Algérie mérite mieux, peut-on lire sur la fiche brandie par cet étudiant. Comme lui, ils sont des milliers à avoir investi les rues de la capitale, des jeunes en majorité opposés à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les slogans hostiles au président fusent. L'objectif est clair, montrer au pouvoir que la mobilisation ne s'essouffle pas. On va continuer jusqu'à ce que le pouvoir change et ça sera pacifique. Il n'y aura ni casse ni rien du tout. Des manifestations pacifiques qui s'étendent encore une fois à de nombreuses villes algériennes, Oran, Béjaïa, Sétif ou encore Tizi Ouzou entre autres. À Constantine, 3e ville du pays, des professeurs ont rejoint le cortège d'étudiants selon des médias locaux. Malgré tout, le gouvernement reste inflexible. Le président, affaibli au pouvoir depuis 20 ans, a fait enregistrer sa candidature dimanche au Conseil constitutionnel. Bouteflika, qui a reçu le soutien de l'armée ce mardi, garante de la stabilité et de la sécurité selon le chef d'état-major. Le fait que l'Algérie ait pu réunir les facteurs de sa stabilité à travers l'éradication du terrorisme et la mise en échec de ses objectifs a déplu à certaines parties qui sont gênées à l'idée de voir l'Algérie stable et sûre. Dans un communiqué publié par son nouveau directeur de campagne, le président s'est engagé notamment à mener une série de réformes et à ne pas aller au bout de son mandat. Des promesses inaudibles pour les manifestants. Il prépare déjà une nouvelle mobilisation vendredi. Un espoir pour les millions de malades du sida à travers le monde avec un deuxième cas de rémission. 10 ans après le premier, pour la deuxième fois, un patient atteint du VIH n'a plus montré des signes d'infection 19 mois après avoir arrêté son traitement. C'est le deuxième cas mondial en 10 ans. Ce mardi, des chercheurs confirment qu'un second patient atteint du sida a connu une rémission durable après avoir interrompu son traitement. Connu comme le patient de Londres, cette personne a reçu des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Une avancée pour ce spécialiste, bien que cette procédure ne soit pas une option pour guérir les malades à grande échelle. Ça signifie que c'est faisable et ça signifie que peut-être on pourra par d'autres moyens, peut-être par thérapie génique, c'est-à-dire en modifiant les cellules qu'on injecte génétiquement pour qu'elles n'aient plus ce récepteur au virus, on pourra peut-être traiter des gens. En 2007, un patient souffrant du VIH s'est remis de cette maladie mortelle. Il a lui aussi reçu la même technique. Je suis vraiment très content pour cette personne. Mais bon, cela ne peut pas soigner beaucoup de malades, malheureusement.
À ce jour, des millions de personnes infectées par le VIH à travers le monde contrôlent cette maladie à l'aide d'une thérapie antirétrovirale, mais ce traitement ne débarrasse pas les patients du virus. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.